c'est Abby, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous ne dégoulinez pas trop de cet été qui arrive tardivement, on est d'accord? Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour une vidéo bilan de lecture de toutes mes lectures sur les 6 premiers mois, sur la première moitié de l'année 2024. Et première des choses, on va aller chercher tous les livres dans ma bibliothèque donc, que j'ai pu lire au cours de cette première moitié d'année. On a donc l'édite d'Alhambrise de Alix Dangali, Le Cyrénien de Capucine Sergent, La Plume d'Isis de Paige et Lydia, Au Téméraire, tome 1, Changement de cap par Saskia Stierna, Ran de Elfidil, bien sûr, Les Voyageurs de la Nuit, l'intégrale par Jennifer Daina, La Larisse par Fanny Verne, et il y a aussi Les Noces d'ombre et de fumée par Olivia Gomez. Et le reste se trouve dans ma liseuse. Posons d'abord un premier constat. En cette première moitié d'année 2024, j'ai lu 8 livres au format papier et quelque chose comme pas moins de 13 livres au format numérique. Rien que ça. Donc si je fais -6, je rajoute 4, je pose 3, je fais Artichette, Tichette de 2 et Canada Barlan, alors ça fait 21. Bouillard. 21 heures dans lesquelles j'ai plongé pour vivre plein d'aventures. J'ai pu voyager sans bouger une seule fesse et fait un tas de rencontres, tantôt sympas, tantôt plutôt effrayantes. J'ai découvert des univers incroyables et ressenti une flopée d'émotions de toutes sortes, page après page. Eh mais attendez, oh my god, c'est juste énorme 21. Je ne vais pas vous relire tous mes avis déposés sur Babelio de toutes ces chouettes lectures. Ce serait pas franchement plus intéressant à faire. En fait... Laissez-moi vous présenter toutes ces belles lectures. Et comme ça commence à être un tout petit peu lourd, je vous invite très vite à attraper votre boisson préférée, à bien vous installer pour la suite de la vidéo. Et let's go! 2018. Paris sous son voile de magie. Dans un monde où les vampires sont censés n'être qu'un mythe, Nina Stark foule les pavés de la capitale en dissimulant sa nature immortelle. Mais son penchant immodéré pour le sang, aux notes d'épices et d'alcool, la conduit à mordre la mauvaise gorge. La victime, Jérémy Demont, rockstar de son état, dont les démons dévorent la raison depuis trop longtemps. Et accessoirement, poulain de l'écurie Pursuite, l'empire musical détenu par Nina et son empire d'associés. Reste qu'une menace sérieuse plane sur Pursuite et le duo à coup. Le palmarès de ces bêtes sanguinaires millénaires affiche forcément quelques casseroles. L'une d'elles, chasseuse de non-morts et avide de vengeance, est prête à forcer le destin pour arriver à ses fins. Sauf que le destin ne s'en laissera pas compter. Il a tracé pour chacun d'eux des chemins bien précis, dont la rencontre immuable signera l'avenir du monde, ou sa fin prématurée. Il y a des crocs, de la magie, du sang, du vampire, du fight, de la passion, de la tension. Bref, ce roman ne peut pas vous laisser de marbre, comme moi, il ne m'a pas laissé de marbre. D'ailleurs, cette première présentation est la présentation d'un coup de cœur, clairement. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré ce que l'autrice a fait des personnages. Chaque personnage a sa propre histoire, que ce soit Imra, Jérémy ou encore Nina. Chaque histoire, chaque être a sa propre histoire, ses propres tourments, ses propres désirs. Ils sont ni tout blancs ni tout noirs et ces nuances ont été géniales à découvrir au fur et à mesure des pages. Ce que j'ai également énormément kiffé dans ce roman, déjà c'est qu'il y a plein de notes en bas de page très drôles, elles m'ont fait sourire ou rire à chaque fois que je lisais, mais c'est également tout ce truc où tout s'imbrique parfaitement bien dans une cohérence absolument fantastique. Je m'appelle Dro, enfin même ça c'est compliqué. Et depuis que je suis devenue majeure, je chasse des vampires. Plutôt contre mon gré d'ailleurs. C'est pourquoi, après une mission qui a mal tourné, disons que j'ai juste failli y passer, j'ai choisi de ne plus donner signe de vie à mon agence et de mettre les voiles. Direction Vienne, la capitale de l'Autriche. Destination idéale pour repartir à zéro.
Je me suis trouvé un appartement avec un colocataire un petit peu envahissant, un job de serveuse dans un café, bien moins fatigant que la chasse, et on aurait pu croire un mince instant que ça allait bien se passer, non ? Non, cette ville a l'air différente, mais grâce à mon 6e sens, détecteur de vampires 100% efficace, je sais qu'ils sont là. Et ils sont très très nombreux. Vais-je vraiment pouvoir prendre un nouveau départ ? Chronique d'une chasseuse de vampires m'a surprise à la fois par le fait parce que c'était un roman court, je l'ai mangé assez vite, mais aussi parce qu'il y a énormément d'action. On commence direct dans le vif du sujet. On a très vite une scène de tuerie de vampires, et ça c'est cool parce on suit quand même une chasseuse de vampires. On suit Drew qui cherche à retrouver une vie bien plus tranquille que celle d'une chasseuse. Et évidemment ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça reste quand même très intriguant. L'autrice arrive facilement à nous faire tenir en haleine tout au long du livre, et avec plein de petits fils narratifs comme ça qui se déploient. Et du coup, c'est vraiment intense, c'est vraiment chouette à lire, c'est palpitant, on ne s'ennuie pas. Sous la République de Fumée, la magie est mortelle pour les femmes. Seuls certains hommes en naissent dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Chiavi, le dangereux héritier du Doge. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix. Elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Mais au cœur de leur palais corrompu par les mensonges et le vice, Priya est prête à tout pour abattre la redoutable dynastie de Fumée. On a de la magie, on a de la sororité et tout un tas d'autres joyeusetés, des complots, des trahisons, de l'amour, de la passion, de la tension. C'était incroyable. Cette dynastie de la fumée est pleine de promesses et elle est remplie de bout en bout. On est tenu en haleine. Même s'il y a des petits moments où le rythme est assez calme, assez doux, en fait c'est juste pour encore mieux nous faire voir de toutes les couleurs avec cette histoire. J'ai adoré Priya, j'ai adoré Ezio, même si voilà, il ne part pas très bien à mon avis, même si au début on n'a pas très forcément envie de le voir, ne serait-ce que de le côtoyer. Priya est incroyable et la magie en général dans les noces d'ombre et de fumée est juste folle. Enfin en tout cas je l'ai trouvée à la fois épouvantable et fascinante. Voilà. Je suis à moitié succube et depuis près de 2 siècles, je traque les créatures contrevenant au pacte pour le compte d'Aint, une organisation toulousaine. Il y a plusieurs mois, un mage que je traquais avec ma mentor nous a glissé entre les doigts après l'avoir assassiné. Je ne trouverai pas le repos tant que je ne lui aurai pas rendu la monnaie de sa pièce. Mais voilà que Simon, mon patron, m'impose un nouveau coéquipier, un bleu que je me retrouve à former, comme si c'était le moment. Quelque chose m'échappe à propos de ce mage rouge, pourtant je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, pas sans laisser le démon qui vit en moi déployer ses racines dans mon âme. Dans cette urban fantasy, déjà ce que j'ai énormément apprécié, c'est le fait que ça se passe dans une ville que l'on connaît, à savoir Toulouse. On est dans un univers peuplé de multiples créatures, des loups, des dieux, des vampires, des sorciers, des fées. Il y a tout un tas de rencontres, pas forcément toujours bonnes, ni forcément toujours mauvaises, à faire. Et dans cette intégrale, déjà que je trouve absolument magnifique, on a les 2 tomes, et heureusement, parce que vraiment quand j'ai fini le premier tome, je ne pouvais que sauter sur le 2e. On suit principalement l'histoire d'Elewis, de sa façon de faire la paix avec sa nature à demi succube, de comment elle l'apprivoise, etc. Mais aussi comment elle se fait complètement dévaster par ses pouvoirs. Bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment cette histoire d'urban fantasy, je l'ai dévorée. Tel un vampire qui dévore sa proie. Maximilien est un jeune garçon, né de père inconnu et orphelin de mère. Il a été recueilli par son oncle et sa tante, des fermiers qui l'ont élevé comme leur propre fils. Louis, de 2 ans, son aîné. Mais Maximilien n'est pas très apprécié dans son village. À la suite d'une bêtise qu'ils ont commis tous les deux avec Louis, ce dernier est condamné à 2 ans de travaux forcés par le Temple, une puissante organisation politique et religieuse qui a beaucoup d'influence sur le roi, dont la santé mentale est des plus fragiles. Maximilien doit subvenir aux besoins de sa famille et lors d'une partie de chasse, il fait une étrange découverte, un œuf. Ce roman qui est une fantaisie basique.
En fait, on retrouve tous les codes de la fantaisie, de la magie, du dragon, des pouvoirs magiques, de la trahison, de la frustration, des révélations. Voilà, j'ai bien aimé découvrir l'histoire de ce très jeune dragonnier qui a un début de vie assez classique, voilà, qui est orphelin, qui se retrouve élevé par son oncle et sa tante, qui n'est pas dans un cadre où il est très apprécié et qui fait la rencontre d'une créature absolument incroyable qui est le dragon. Et cet œuf de dragon va être sa nouvelle quête. On a un héros qui est obligé de faire des sacrifices, qui fait face à une magie qui n'est ni toute blanche ni toute noire, et ça c'est appréciable quand même. Il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués à travers cette histoire, que ce soit les relations, l'amour, l'amitié, ou encore des thèmes comme la liberté, ce genre de choses. Le thé n'a jamais été la boisson préférée de Sana, ce qu'elle fait vite comprendre à cette marchande enthousiaste dont les infusions sont la spécialité. Dès lors, cette dernière prendra très à cœur de convaincre sa nouvelle cliente en multipliant les dégustations. Une délicate amitié se tissera alors entre elles au fur de leur rencontre. Et au cœur d'un monde constellé de magie, le voile se lèvera sur des mystères inattendus. Cette histoire m'a fait l'effet d'une petite bulle de douceur, de beaucoup de thé, ça j'adore, d'artisanat, de relations et d'émotions. Enfin, c'était vraiment, j'ai eu cette sensation de petite bulle très cocooning où chaque personnage est unique, chaque personnage a quelque chose à nous raconter, à nous partager. Il est impossible de rester dans l'indifférence, il est impossible de ne pas s'émouvoir au fur et à mesure des histoires qui nous sont racontées. J'ai passé vraiment un moment de lecture très doux, très confortable, vraiment très cocooning, c'est vraiment ça. Ils vivent sur la planète R, bien loin de la nôtre, et pourtant, ils nous voient et veillent sur nous. Les Ménestrels. 3 narrateurs, 3 récits qui s'entremêlent jusqu'à la résolution finale. Tandis que Mérine vous invite au sein de l'école de Ménestrel, Dimon vous entraîne dans une aventure peuplée de phénix aux 7 vies immortelles. Et Ara participe sous vos yeux au grand tournoi annuel. Rien ne semble les relier. Là, dans ce roman, on découvre ce qu'est le peuple des Ménestrels. C'est des êtres dotés de magie et surtout d'une magie qui prend sa source, qui est à la base même de la créativité. Et ça, c'est giga fascinant. Ça, c'est vraiment très chouette. Ça donne un côté très précieux, très poétique à leur forme de magie. Moi, j'ai très envie d'avoir la même, on est d'accord. Ils sont là pour raconter des histoires, puisque leur magie est vouée à ça, à raconter les histoires, les petites et les grandes, de toute cette fresque de l'humanité, de la grande histoire. Il y a donc beaucoup de magie, mais aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup d'aventures. Et j'ai dévoré chaque récit de Ménestrel avec beaucoup d'impatience et de frénésie. C'était vraiment chouette de pouvoir les suivre, pas forcément sur les mêmes plans de l'existence, ni sur les mêmes plans de la temporalité, mais en tout cas, tout l'univers qui était construit, qui nous est proposé par l'autrice, est vraiment merveilleusement bien construit, et ça fait rêver, en fait. Elle s'appelle Louise et est partie à regret loin de sa famille avec son mari et leur fille. Elle s'appelle Caroline et se sépare de son premier amour. Elle s'appelle Magali, elle vient de donner la vie, mais ne sait pas quoi faire de la sienne. Elle s'appelle Elena et vient d'apprendre le cancer de son petit ami de 17 ans. 4 passés, 4 générations de femmes qui vivent leur chemin, qui sont aussi le mien. Dans ce roman, qui n'est pas forcément un feel-good au vu de toutes les thématiques abordées, on suit plusieurs femmes, plusieurs histoires qui abordent plein de thématiques très différentes, mais aussi très émouvante, très prenante, que ce soit la famille, la fidélité, les enfants, l'amitié, la maternité, le cancer, la maladie, la confiance, l'éducation, le sens de la vie, de qu'est-ce qu'on est censé faire nous ici, là sur la Terre. Enfin bref, plein de sujets humains que j'ai adoré découvrir avec des personnages du coup très humains. On est beaucoup dans ce truc d'introspection et c'était vraiment chouette à lire. C'était à la fois doux et intense parce que chacune de ces femmes avait quelque chose à nous partager quand on découvre leurs récits et leurs histoires. C'était vraiment intimiste et touchant. Comme je l'ai dit, pas toujours feel good, mais ça fait quand même du bien à lire.
Solène, 17 ans, mène une vie presque normale malgré la présence de surnaturel dans Paris. Les humains doivent désormais coexister avec les doubles. Ces êtres magiques, aux aptitudes mystérieuses, manient leur ombre comme des armes. Malgré la signature d'accords protégeant les deux peuples, l'équilibre est fragile et les tensions s'accumulent. Solène devrait haïr les doubles, mais c'est la fascination qui l'emporte. Quand une ombre lui apparaît, les ennuis s'enchaînent et les mirages se dissipent. Rester dans sa résidence sécurisée serait la chose la plus prudente à faire, mais Solène n'a jamais prétendu être raisonnable. Des émotions et des vampires, ça c'est une fantaisie que j'ai adoré découvrir. On a des codes qui sont connus comme les clans, comme des créatures surnaturelles qui possèdent des facultés surhumaines, etc. etc. Mais là, cette magie, ces aptitudes qui se basent sur le fait d'absorber les émotions des autres et de jouer avec en quelque sorte, ça j'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment chouette, que ça apporte une place géniale aux émotions et que c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'héroïne qui est pleine de nuances, à la fois têtue, égoïste et en même temps loyale et tête brûlée, déterminée et des fois réfléchie. Bref, elle nous laisse très souvent frustrés et en haleine, mais on adore la suivre et du coup j'ai passé un super moment de lecture. J'ai très très hâte de découvrir la suite de cette œuvre. Chez les Mukata, le passage de l'enfance à l'âge adulte est marqué par le rituel de l'ascension. Là, en haut de la montagne, le conseil des sages s'est réuni pour consulter les oracles et déterminer l'avenir de l'enfant. Mais pour Wei-Lian, les choses s'annoncent mal. Parasités par la vision d'une éclipse, les anciens sont incapables d'entrevoir sa destinée. Pire, ils sont inquiets et perplexes car se profile pour lui l'une des 3 apothéoses. Il rencontrera la vie, l'amour ou la mort. Commence alors un long voyage au cours duquel il devra avancer seul et affronter les éléments avec pour unique certitude l'assurance de voir son sort se confondre avec l'imminence de l'éclipse. Un récit initiatique où sommeille à chaque page le doute, le courage, le mystère et le danger. Avec les constellations silencieuses, j'ai passé une aventure palpitante où il n'y a aucune technologie parce qu'on suit un peuple, on suit des êtres qui, en plus de vivre la nuit, sont assez primitifs et ont des croyances basées sur les astres comme le soleil, les étoiles, la lune, etc. Ici, on est sur un très gros fond d'histoire basé sur une quête initiatique d'un jeune homme qui va chercher à savoir qui il est et ce qu'il est censé faire de sa vie. Il y a des dangers, il y a des rencontres, il y a des surprises, il y a des révélations. Bref, j'ai passé plutôt un bon moment de lecture. C'était très différent de ce que j'ai pu lire d'habitude parce qu'ici la magie n'a pas tout à fait la même forme, n'est pas tout à fait la même prestance, ni présence, ni... Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais en même temps, c'est beaucoup d'émotions brutes, c'est beaucoup de questionnements un peu philosophiques, un peu poétiques. Bref, c'était chouette. Shiren est une dessinatrice, une magie rare qui lui permet de rendre réel ce qu'elle dessine. Un don ou une malédiction. Les chasseurs, des hommes sans pitié à la solde du roi, pourchassent les magiciens dans tout le royaume. Lorsque l'un d'eux capture Shiren, leur destin se mêle d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Ce roman, je l'ai dévoré à toute vitesse. Est-ce parce qu'il est très court, une petite centaine de pages je crois, ou est-ce parce que c'est l'univers qui m'a de suite immergée et que je n'ai pas vu la centaine de pages passer? C'est peut-être un peu des deux. On a beaucoup de choses ici qui se passent, et beaucoup de choses qui sont déployées, beaucoup d'arcs narratifs, de fils narratifs qui nous sont ouverts. Tous ne sont pas fermés, cela laisse présager à une suite que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai hâte de découvrir parce que ça m'a tenu quand même en haleine de bout en bout, grâce notamment à la magie incroyable de la dessinatrice de Shiren, parce que tout ce qu'elle peut dessiner peut prendre réalité. Et ça, je trouve ça trop chouette. Si je n'étais pas aussi nulle en dessin, j'adorerais avoir ce pouvoir. Mais en tout cas, c'était un bon roman, un bon début d'œuvre, de saga, parce qu'il me semble qu'il y a 3 tomes aujourd'hui, et je crois que ce sera tout. En tout cas, voilà, le world building et tout ce qui est sa magie, sa construction, son univers, le royaume, etc. Tout était vraiment chouette, et ça donne très hâte de lire la suite des aventures et des mésaventures de Shiren. Bienvenue au Elnes, là où la nuit tout est permis, ou presque. Je n'aurais jamais pensé devoir bosser dans un club libertin.
Même si j'admets que le concept autour de l'enfer est très sympa et original, je suis ravie de ne rester qu'à la réception et pas dans les étages dédiés aux... Bref, tout ce qui compte, c'est le généreux salaire que ça me rapporte. Tant que personne n'apprend que mon CV est truqué, que je suis encore mineure et qu'on ne découvre pas la raison pour laquelle ce job de malheur m'est indispensable, tout devrait bien se passer. Forcément, ça se complique lorsque j'accueille Robin Lacroix, le voisin avec qui j'ai grandi. Bien qu'il n'ait pas trop changé en 5 ans d'absence, je reste perplexe à son sujet. Que fait-il dans ce club grotesque à seulement 19 ans? En tant que membre d'élite qui plus est. Il suffit malgré tout qu'il me sourie pour que j'en ai la certitude. Ce maudit club causera ma perte. Ce roman n'est pas vraiment le genre de lecture dont j'ai l'habitude. Pas vraiment du tout même, parce que moi dès qu'il commence à y avoir un peu trop de scènes de sexe, ça tendance à me rebuter. Enfin, j'ai tendance à laisser tomber parce que c'est vraiment pas ce que je cherche et c'est pas ce qui me plaît non plus. Mais là voilà, il y a eu la volonté de faire partie de la team de lancement pour Marie Faucheux pour ce roman Elle naisse un club nommé Plaisir. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion de sortir aussi un petit peu de sa zone de confort et j'ai adoré prendre ce risque-là. Alors oui, forcément, on est dans un club libertin, donc il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de scènes de sexe, etc. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, il y a l'humour de Marie, ça fait énormément de choses, ça adoucit plein de choses, ça permet d'atténuer plein de choses. Il y a des personnages très nuancés et une histoire de fond, au-delà du cadre du club libertin, une histoire de fond absolument émouvante et adorable. Voilà, c'était addictif, je n'arrivais pas à m'arrêter page après page. Il y a 50 ans, les bas aériens ont envahi l'île d'Isilsu, réduisant les Oseyrus en esclavage. Aveline est une Oseiru, une fée, comme les appellent les bas aériens. Princesse sans couronne, elle abandonne toute envie de lutter pour devenir, au sein de la dangereuse cour du gouverneur féroce, baronne de la drogue la plus prisée par les nobles décadents. Pourtant, un espoir subsiste. Lorcan, un fée ayant échappé aux affres de la guerre, cherche désespérément l'esprit créateur, seul être capable de changer le destin des Oseyrus. À des milliers de kilomètres de là, Chanda tente de faire bouger les choses, en refusant de marcher dans les pas de son père, le Maharaja. Aveline, Lorcan, Chanda, sauront-ils mettre leurs différends de côté pour affronter leur destin? C'est simple, rien que la couverture m'avait déjà conquise et la plume de Jennifer, je la connaissais déjà, notamment par les Voyageurs de la Nuit, donc je savais que ça allait très bien se passer, que ça allait être une merveilleuse lecture, et ce fut le cas. Dans Des ailes de métal et d'os, c'est le mélange merveilleux entre la fantaisie avec les fées, leur magie féerique, draconique et le style cyberpunk qui m'a vraiment conquise. On a une dose de science, on a une dose de magie, on a de la manipulation, on a des complots, on a... Voilà, en fait c'était palpitant, c'est vraiment ça le mot. Ce roman est palpitant avec des personnages au caractère très affirmé, où la violence qui s'étend un peu partout ne va quand même pas contrecarrer un peu l'espoir d'une meilleure destinée pour nos personnages. J'ai adoré cette histoire. Presque un coup de cœur, presque, mais vraiment, on n'était pas loin du tout. Jumeaux, l'histoire d'un vilain et d'un héros. Druides vivant reclus dans la forêt astrale, Lucine et Soléane sont bénis depuis leur naissance par les astres et s'apprêtent à devenir les protecteurs des clans druidiques lors de l'éclipse. Mais lorsque une étrange malédiction s'abat lors de la cérémonie, les jumeaux, seuls survivants du massacre, se retrouvent séparés. Enlevé loin des siens par un être énigmatique et maléfique, Soléane succombera-t-il à la découverte de ses désirs les plus profonds? Livrée à elle-même et à la dangerosité d'un monde dont elle ne connaît rien, et faisant la connaissance de compagnons de route aux dévotions contraires et aux personnalités hautes en couleur, Lucine parviendra-t-elle à découvrir bien plus qu'elle ne l'espérait? Entre liens d'amour et d'amitié, ce surprenant groupe d'aventuriers parviendra-t-il à retrouver Soléane avant qu'il ne soit trop tard et sauver l'humanité? Et bien là, c'est un coup de cœur, autant pour la couverture qui est absolument magnifique, je la trouve splendide, autant dans sa composition, dans les personnages, dans ses couleurs, dans sa disposition, enfin bref, dans tout, la police, etc. J'adore. Et le système de magie m'a énormément plu dans ce roman parce que ça sort de tout ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les fantaisies.
je vais essayer de pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. On a une ambiance très médiévale fantasy, ça m'a beaucoup plu également, et une atmosphère un peu qui me fait penser un peu à ce qui est jeu de rôle, et du coup, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc ça m'a tout de suite plongé dans cette aventure, dans l'univers en fait, en question. Le fait de suivre des jumeaux, on suit du coup à la fois Lucine et Saléane, qui partent chacun dans des directions diamétralement opposées. Ça nous tient en haleine, enfin en tout cas moi ça m'a énormément tenu en frustration, en attente, en impatience tout au long du roman. Et surtout, ce qui m'a également conquis, ce qui fait que ça a été vraiment un coup de cœur, autant du coup pour la couverture que pour le résumé, que pour le genre, que pour les personnages, que pour l'histoire, c'est qu'il y a différents thèmes très importants qui sont vraiment essentiels dans ce roman. La nature, l'écologie, l'inclusivité. On a plein de choses qui font référence à tous ces thèmes-là et c'est bien inclus en fait. On m'a marié à un conte et je m'en serais bien passée. Maintenant que c'est fait, cela dit, autant m'y habituer. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est ce garde du corps que mon cher époux m'a mis dans les pattes, sous prétexte que je suis en danger depuis que ses ennemis politiques m'attaquent en pleine nuit. Je n'ai pas besoin de ce pot de colle. Surtout, comment je fais maintenant pour mener à bien mon plan secret de retrouver ma petite sœur Gisèle qui a fui le pays et mon mari. Enfin, je vais sûrement trouver une solution. Après tout, je suis Charlotte Ferrare. Ce roman, qui est le tome 2 des Mécagiciennes, m'a énormément plu. Déjà la couverture, rose, entièrement rose, ça c'est particulièrement audacieux, mais elle est vraiment très chouette. J'aime beaucoup tous ces petits détails qu'on a un peu partout, un peu, il faut me penser à des fioritures, etc. Et bref, ce roman un peu steampunk et magique, donc univers créé par Astrid, m'a énormément plu. Parce que là on se situe non plus du point de vue de Gisèle, mais de sa sœur mécagicienne, à savoir Charlotte. Que ce soit les péripéties, la romance, retrouver des personnages que l'on connaît déjà, etc. C'était vraiment chouette de retrouver cet univers, de retrouver ces personnages, d'en découvrir d'autres et de suivre Charlotte après avoir suivi Gisèle. Héritière fée de la cour du printemps et directrice événementielle de Nahara, Vera a été préparée à tout, sauf à devoir quitter sa vie pour épouser le roi Unsili. L'objectif de ce mariage, réunir Nahara, scindée en deux depuis 400 ans par un dôme qui rend fou ceux qui osent le traverser. Sauf qu'avec un mari impassible qui l'évite et la moitié de sa nouvelle cour qui veut la tuer, les négociations avancent moins vite que prévu. Pour apprivoiser Kalel et faire revenir l'hiver à Nahara, Vera est prête à tout, même à relâcher ce pouvoir qu'elle cache depuis des centaines d'années. Un autre coup de cœur ici avec Fais-moi t'aimer de Megara Nolan. La couverture est incroyable, le système de magie et l'organisation des cours par saison m'a énormément plu, et encore plus le personnage de Vera que l'on suit vraiment en tant qu'héroïne principale qui est au cœur de ce mariage, de ces négociations si importantes qui remettent en cause en fait un peu la paix de son peuple. Tout simplement, c'est pas rien en fait. Bref, que ce soit de la magie, du complot, des rapprochements, des trahisons, des révélations aussi, tout y est et c'est écrit d'une façon que l'on ne peut lâcher le roman le temps qu'on ne l'a pas terminé. Voilà, j'ai passé un super moment de lecture et c'est pour ça que pour moi, c'est un coup de cœur. J'étais trop à fond dedans. Que ce soit les personnages, que ce soit la manière dont l'histoire se déroule, bref, que ce soit la magie aussi, et la façon dont elle se manifeste. Enfin bref, voilà, j'essaie de pas trop vous en dire, mais moi ça m'a fait ressentir énormément de choses, énormément d'émotions. J'ai vécu toutes les aventures qu'a pu vivre Vera, et c'était trop bien. De l'eau, beaucoup d'eau. Il fait sombre, très sombre. Elle a du mal à voir, du mal à respirer, du mal à nager. Elle ignorait complètement pourquoi à cet instant elle se trouvait là, au milieu de l'océan, en pleine tempête, luttant désespérément pour remonter à la surface. L'air vint à lui manquer. La peur des abysses lui saisit le ventre. Que se passait-il? Comment était-elle arrivée là? Était-ce un rêve ou bien une réalité? Sa réalité? Oseriez-vous embarquer à bord du Galak Gorm pour suivre les aventures de Brenna, Owen ainsi que le reste de l'équipage par-delà les rives et la mort? Quel plaisir de faire partie de cet équipage. Ici, Saskia nous promet
rien que par le résumé, des aventures, des mésaventures, du mystère, du questionnement, une quête identitaire. Qui elle est, quel est ce personnage, qu'est-ce qu'elle fout au milieu de l'eau, pourquoi elle est là. Et ça nous tient en haleine au fur et à mesure de la lecture. La promesse est tenue, on a un équipage haut en couleur, on a cette héroïne très mystérieuse qui a énormément de choses à découvrir et à nous faire découvrir. On a de la magie, on a des antagonistes qui font vraiment froid dans le dos. On ne peut pas s'ennuyer en mer. Le seul truc qui m'a légèrement dérangée, c'est qu'il y ait énormément de dialogue et pas assez de description. Mais ça, c'est parce que c'est un goût très personnel. Moi, je suis une adoratrice des très longues descriptions pour décrire la moindre petite pétale de fleurs. Et là, c'était pas tout à fait ça. Mais j'ai rongé mon frein parce que l'aventure était quand même chouette à suivre. Ran n'a jamais connu son père, le courageux homme ayant décidé de fuir à l'annonce de sa naissance. Son clan, qui malgré ses efforts constants pour s'intégrer, lui refuse encore une fois sa demande de participation au raid vers l'ouest. Alors qu'elle se morfond d'être encore mise à l'écart, son village est attaqué, et Ran tué. Ce jour, qui devait sonner la fin de son existence, devint celui du début d'une nouvelle vie. Car, contre toute attente, elle ne rejoint pas le royaume des morts, mais les rangs des Oxivnar, armée d'élite divine et protectrice des 7 mondes. Pourquoi les tisseuses lui font-elles l'honneur d'intégrer cette prestigieuse armée que seules les plus valeureuses guerrières rejoignent à leur mort? Ah, vous connaissez ou pas la plume d'Elfidil? Si vous ne la connaissez pas, ici, il y a tout ce qui la caractérise de l'aventure. Des héroïnes incroyables, du sang, de la bagarre, de l'amour. Ici, j'ai adoré rencontrer Ran, qui est une héroïne qui est fidèle à ses valeurs, même s'ils ne plaisent pas toujours, de bout en bout, et elle évolue avec ça. J'ai adoré à la fois découvrir le début de son histoire, ses premiers pas en tant que guerrière, et toutes ces nombreuses péripéties qui la font grandir et évoluer et mûrir. On est ici sur un fond de folklore nordique, et ça c'est vraiment chouette parce que même quand on est comme moi inculte et qu'on ne connaît pas grand chose, tout est expliqué au fur et à mesure pour qu'on ne soit pas complètement perdu ni sorti du récit, ça c'est vraiment bien, et les liens entre les personnages sont tout aussi travaillés que l'univers en question. La magie vibre à chaque page, entre armes divines et combats épiques, créatures juste impressionnantes. On ne peut vraiment pas s'ennuyer avec Elfidil dans ce roman. C'est pour ça que pour moi, ça a été un coup de cœur. J'étais complètement transportée sur tous ces différents paysages nordiques avec Ran en fait. J'étais sur sa petite épaule, voilà. Les Cyréniens n'existent que dans les légendes maoris. Depuis qu'elle a miraculeusement survécu à la noyade, Carly tente de surmonter sa peur de l'eau. Passionnée de biologie marine, elle s'est fixée pour mission de trouver la plante aquatique capable de soigner sa mère d'une maladie respiratoire. Et ce ne sont pas les superstitions sur ces êtres mi-hommes, mi-poissons, à l'origine de tempêtes et de naufrages, qui vont l'arrêter. Mais qui a dit que les légendes ne pouvaient s'inspirer de faits réels? Eridan, un Cyrénien, a bel et bien sauvé Carly, et il la tire au bord de l'eau afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Catastrophe écologique, monstre des abysses, cité de corail, plongez avec Carly pour découvrir les secrets de l'océan Pacifique. Déjà, tout ce qui est relatif au mythe de la sirène, de cette figure surnaturelle, de cette créature aquatique, me plaît. Donc là, on est en plein dedans. Ça m'a tout de suite attirée. J'ai adoré découvrir le mythe des Cyréniens, redécouvrir cette réinterprétation en quelque sorte du mythe des sirènes. D'autant plus que, pour une fois, on rencontre ces créatures aquatiques non pas par des créatures féminines, mais par des figures masculines, donc par des Cyréniens, et j'ai bien aimé un peu ce revers-là, ce parti pris-là. Leur histoire, leur magie, leurs caractéristiques, leur façon de se mouvoir, de faire de la magie, de communiquer leurs mœurs aussi, tout était vraiment fascinant à découvrir. Et petit plus pour le message écologique de fond, pour la romance aussi, pour l'amour fraternel, enfin bref, les thèmes de fond étaient aussi beaux que les paysages qui nous sont décrits tout au long du roman. Sur l'Arche, vaste cité voguant sur l'eau, il n'existe qu'un seul moyen pour devenir capitaine de son propre navire, s'emparer d'une plume du Shimilatiska, la déesse du peuple du vent.
À 16 ans, Isis est prête à tout pour se libérer de la pauvreté et s'inscrit avec les économies de sa famille. Lorsqu'elle échoue à l'épreuve, sa seule échappatoire est de voler la plume d'une autre candidate, mais elle doit alors assumer son imposture tout au long de sa formation sur le Lété. Parviendra-t-elle à dissimuler la vérité jusqu'à la fin de son voyage? Ici, on fait la connaissance de Isis, une jeune voleuse qui fait tout ce qu'elle peut, qui met en place plein de choses, qui est prête à tout en fait pour poursuivre, pour entamer sa quête, pour se sortir de la pauvreté et pour vivre des tas d'aventures et de péripéties maritimes. J'ai bien aimé suivre son histoire et surtout le fait qu'on démarre sur une très mauvaise décision de sa part, sur le fait que voilà, elle vole, elle triche, elle ne joue pas les règles comme elles sont censées être jouées. Ça l'a fait d'elle un personnage qui selon moi est vraiment très intéressant à suivre dans sa remise en question ou pas, dans tous les actes qu'elle va mener pour essayer de faire son petit bonhomme de chemin sans se faire cramer. Ceci dit, je n'ai pas été complètement convaincue par ce roman, je n'ai pas été entièrement présente au fur et à mesure de l'histoire. Je ne saurais dire ce qui m'a manqué, peut-être des descriptions, peut-être... en fait, je n'arrive pas trop à savoir, mais c'était une bonne histoire, c'était un bon roman, mais ce n'était pas... c'est une histoire qui m'a pas particulièrement marquée, autant dans son univers de fond que dans son personnage. Voilà. Toute trace de la cause, aussi infime soit-elle, doit être détruite sans délai. L'existence même de la cause doit être à jamais effacée de la mémoire de l'humanité. Tellure est un monde de paix, un rêve devenu réalité au prix de sacrifices incommensurables, et ce grâce à l'édit d'Alombrisa. Depuis l'aube des temps, c'est à Alombrisa, la cité d'or, que s'établissent les lois et que sont façonnées les élites. C'est là que se dessine l'avenir, car ces hauteurs abritent le prestigieux conservatoire où sont formés les mages les plus influents de la planète. Quand Sikara se voit une chance d'intégrer cette célèbre institution, son destin semble tout tracé. Douée et ambitieuse, elle ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Pourtant, dès l'épreuve d'entrée, les événements prennent une tournure inattendue qui dévie le cours de son existence et menace la civilisation de l'Édite tout entière. Et on finit sur un énorme coup de cœur. L'univers est riche, il est fourni, il est incroyable, il est travaillé. Les descriptions en veux-tu, en voilà, en foison. Donc forcément j'étais à fond dedans, avec des personnages tous plus intenses les uns que les autres, et même les moins principaux, même les plus secondaires. Le récit narratif principal est passionnant et captivant et fascinant. J'ai adoré Sikara, j'ai adoré suivre son apprentissage qui n'est pas des plus simples, surtout avec le maître qu'elle a, ainsi que de la voir évoluer dans la maîtrise de son don. La cité même en elle-même, Alombrisa, m'a donné m'a donné l'impression que c'était un être à part entière. Elle est pleine de secrets, de richesses, de beauté et de mystère. Dévorer ce roman-là m'a vraiment transportée au cœur de cette belle cité d'or. J'ai vécu une aventure juste incroyable, juste folle, et j'ai beaucoup frissonné également pour la paix qui est menacée au fur et à mesure des pages et des événements qui noircissent un peu toute cette belle cité. J'ai beaucoup aimé le système de magie, j'ai beaucoup aimé les différentes relations qui sont mises en avant, que ce soit maître-apprenti, entre apprentis eux-mêmes ou père-fille, ce genre de choses. Et surtout les descriptions, vraiment, j'étais trop à fond.